dis toujours que de 0 à 10, c'est les années marquantes pour un enfant, donc on a été marqué au fer. Parce que tu crois que tu es ma faiblesse, tu me blesses, me meurtris. Un chanteur qui fait un malheur, Cyril Camard, plus connu sous le nom de Camaro. De toutes choses et dispose. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. J'avais pas l'impression que ça allait être une chanson dont on allait se reparler 20 ans plus tard. Et qu'elle allait en plus changer ma vie d'artiste et de producteur. Un jour peut venir, demain peut-être ou bien. Je suis un jeune de 25 ans aujourd'hui qui a commencé à réussir, parce que d'après moi, j'ai pas encore réellement réussi. J'ai commencé en tout cas sur la bonne voie de réussir. Brouiller les jeux. J'ai jamais vraiment lâché le micro, c'est juste que je faisais des choses pour moi. Comment ça va? Ça va et toi? Bienvenue dans Click. Merci. Tu vas bien? Et bien, et toi? Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite présentation sur la musique de Charles Aznavour? Incroyable. Et en Ça plus, te tu as parle? trouvé des images, je sais pas où tu as été les dénicher, mais ouais, ça fait plaisir. J'ai beaucoup de bienveillance quand je me revois si jeune. Alors, première chose qu'il faut mettre au clair dans Click, Camaro n'est pas marocain. Non, c'est ça. Voilà. Ça a été longtemps pensé. Parfois, je me demandais pourquoi j'étais aussi bien accueilli quand j'arrivais au Maroc. J'ai eu des années Parce que folles. Camaro, plein de gens pensent que c'est le Ouais. parlant de marocain. Voilà. Je pense pas qu'ils m'auraient mal accueilli. Non. Si jamais j'avais mis ça au clair dès le départ. Mais en tout cas, j'ai eu un traitement très privilégié au Maroc. Ça a été quoi l'origine du nom? C'était mon nom de famille, en fait, qui était Camar. Et j'ai joué avec, je suis pas très original, mais j'ai joué avec le Camar pour en faire Camaro. Il y a des artistes à qui c'est très difficile de poser cette question quand on les a pas vus depuis longtemps, mais je sais que tu vas me répondre avec plein de choses. Qu'est-ce que tu deviens? Ah bah, je suis un passionné de ces métiers, de la musique, beaucoup de l'arrière-scène de nos métiers et des couloirs sombres, des coulisses. Donc j'ai fait beaucoup de choses. Je pense que j'aime travailler avec les artistes, quels qu'ils soient, des artistes musiciens, des rappeurs, des rockers, des artistes peintres. Voilà, je sens qu'on a une espèce de relation assez particulière. Même dans l'art, je trouve ça assez chouette qu'on ait ce rapport très différent en fait de ce qu'ils peuvent avoir normalement. On parle entre artistes, on a des sensibilités communes. Donc j'ai occupé mon temps ces 15 dernières années, parce que je pense que Femme Like You maintenant a 20 ans. Ouais. Et j'ai été là pendant quelques années quand même. Et donc, comment est-ce que tu gagnes ta vie aujourd'hui? Comment je gagne ma vie aujourd'hui? Bah comme ça. Je gagne ma vie avec la musique. Alors, je me suis beaucoup éparpillé fut un temps. Et j'ai cru utile de gagner ma vie différemment. J'avais tellement peur que ça me glisse entre les mains que je me suis essayé à plein de choses plus jeunes. De la restauration. Et le vrai bilan, c'est que quand je regarde en arrière, maintenant, 20 ans plus tard, les vraies choses que j'ai réussi restent dans la musique, dans l'art. J'ai fait des trucs sympas. Dans je sais pas moi, dans l'immobilier ou dans des choses comme ça, parce que ça me fascinait d'essayer plein de choses. J'aime bien la définition de sympa par Camaro. Non, mais sympa dans le sens où je me suis pas non plus complètement vautré. Mais il y en a qui réussissent tellement mieux que moi dans ce qui... On va parler de réussite et d'entrepreneuriat avec Alexandre Mars, qui viendra avec nous dans un instant, qui est un entrepreneur à succès. J'avais envie que vous vous rencontriez parce que je sais que vous aurez plein de choses à vous dire. La musique, c'est quand même un morceau. Femme Like You, 5 millions de singles vendus, 108 millions de vues sur YouTube. Et c'était ça. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton beau vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. M'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une homme like you. Bad boy to sick to play a known like you. Souvent, les tubes dépassent les auteurs. Est-ce que là, tu pensais être dépassé à ce point? À ce point-là, non. Mais je pense que quand on est en studio et qu'on crée quelque chose ou qu'on se laisse guider par l'inspiration, on sent qu'on trouve une sorte de magie, peut-être plus particulière sur certains titres que sur d'autres. Je ne sais pas si d'autres artistes partagent ce sentiment avec moi, mais
il y a des moments où, surtout quand on cumule les deux casquettes, qu'on est producteur et artiste, on a toujours un œil qui regarde du côté artiste et un œil qui regarde du côté producteur. Parce que c'est quand même très calibré. Ouais, mais alors, bizarrement, c'était pas le cas quand on le faisait vraiment. Je me souviens de ce moment, je pense qu'il y avait plein de choses qui mûrissaient dans ma tête les quelques années avant Femme Like You, parce que je sortais de mon groupe, j'avais passé beaucoup de temps dans l'underground, c'était très freestyle, très kicker, et j'avais l'impression d'être enfermé dans un truc. Donc j'avais ce truc dans ma tête où je me disais, j'ai envie d'aller contre tout ce qu'on me dit. Ouais. Et donc je pensais à des Rhodes, je pensais à des guitares, je pensais à des mélodies. Refrain chanté. Ce que déjà certains Américains faisaient, et j'ai cru comprendre qu'en France c'était encore un interdit absolu, en tout cas dans la culture. Et même déjà moi, autour de moi, je sentais déjà que les gens se disaient, il va faire n'importe quoi. Je sens que quand je parlais de guitare électrique, les mecs associaient ça au rock. Et ils me disaient, mais t'es en Doc Martin, t'as les cheveux longs, non, alors qu'est-ce que tu veux foutre? Comment il est né ce morceau? Il est né de ça. Alors il est né de références heureusement d'ailleurs qu'on ne sent pas nécessairement dedans, mais il est né de Shut Up des Black Eyed Peas, il est né de Akon, les premiers Akon, Nelly, des speed tracks qui sortaient, c'était des agents de promo qui nous faisaient écouter ça parce que le track de Nelly n'était pas encore sorti. Ouais, il y a le flow chanté un peu à la Nelly de l'époque. Ouais, et Ja Rule, tu vois, toute une partie de la culture où je voyais que les mecs ne trahissaient pas la culture, mais essayaient des choses. Et moi, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. J'étais prêt à prendre toute la pression du monde, de ma propre culture, pour quand même tenter quelque chose. Donc, le morceau, il est né comme ça. C'est tout de suite, déjà, je travaillais avec un mec qui s'appelle 13, qui est encore mon compositeur, réalisateur, associé, sur lequel on fait plein de choses. Il venait pas du tout du rap. Il était multi-instrumentiste, guitariste, claviériste. Il jouait de 8 instruments différents, je crois. Et l'idée, c'est de dire zéro sample. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir trahi ta base à ce moment-là? Non. Alors, pour moi, c'était pas une question de la musique que tu faisais. J'avais pas l'impression T'as pas culpabilisé? Parce que là, la façon dont on reparle, on dirait que t'as culpabilisé. C'est pas que j'ai culpabilisé, c'est que je sais que j'ai mis de la pression sur les épaules de certains autour de moi. Qui me disaient, il faut que ça marche. En fait, consciemment, pour eux, c'était... Tu fais un écart, il faut que ça fonctionne. Parce que si tu fais cet écart-là et que ça ne marche pas... Tu reviens pas. Tu reviens pas. Ouais. Et je disais, si vous... Qui? Enfin, j'ai jamais compris qui. Sous quel... Il y a des rappeurs issus de l'underground qu'on citera pas, qui ont fait des morceaux un peu variétés, ou des albums carrément pop qui sont jamais revenus parce que ça n'a pas marché. Alors, c'est pour ça que j'ai dit consciemment. Ouais. Parce que inconsciemment, quand j'arrive en France, j'ai l'impression qu'on connaît ma valide de OG, de mes concours. Tu vois, j'ai commencé en freestylant dans les quartiers haïtiens de Montréal. J'ai gagné un concours de rap qui était le concours le plus prestigieux à Montréal, qui s'appelait Pas trop le Prévost. Je pensais que ça me suivait. Que les gens allaient faire leur devoir et dire non, mais c'est bon, il peut faire un titre comme ça. Au Canada, oui. En France, non. Ouais, en tout cas, j'ai sauté une étape. Ouais. Et je pense que ça, je l'ai compris bien des années plus tard. Mais pour moi, je suis resté dans les... Enfin, je me suis pas m'amusé à faire des pas de danse chelous. Comme j'explique dans mon livre, je me souviens quand je venais en France, il y a une expression en anglais qui s'appelle « to tuck in the chain ». Et c'est rentrer notre chaîne quand on va sur le territoire d'autres mecs. C'est la première chose que je faisais en France. Je me rappelle d'être passé à Marseille, en Corse, et la première chose que je faisais, c'est rentrer ma chaîne dans mon t-shirt. Personne ne comprenait. Et pour moi, j'avais l'impression d'envoyer un signe de respect. Je suis dans ma culture, je sais comment ça fonctionne, je suis pas chez moi, je montre du respect aux mecs chez qui je suis. De la même manière que j'appréciais que les mecs, quand ils venaient à Montréal, ils rentraient leur chaîne quand ils venaient des États-Unis ou de Toronto. Et certains qui le faisaient pas, c'est parce qu'ils marchaient avec les bonnes personnes. Moi, j'ai reçu un Montréalais à la télévision française sur MTV qui nous a dit cette phrase mythique: mon médaillon touche à mon pénis. Oui. Ouais. Parce que en fait, les deux rappeurs les plus connus de Montréal, c'est en France, c'est Camaro, le Roi Enoch. C'est vrai? Ah d'accord. J'ai vu qu'il y a eu un moment où le roi a fait son bout de chemin. D'ailleurs, il a eu des propos intéressants à mon sujet. Ah, je ne savais pas. Ouais, parce qu'apparemment, il m'a fait un big up à un moment donné, comme quoi moi, j'étais épargné. Donc, je lui ai retourné le compliment. Le roi sait reconnaître. Real recognize real. Tu viens pour un livre qui s'appelle Renaissance aux éditions Face Cachée. C'est un roman autobiographique dans lequel tu racontes le succès de Femme Like You, la rencontre avec Shai, mais aussi l'enfance passée sous les bombes au Liban,
le rapport à la violence, l'importance de la musique, l'exil au Canada, la soif de revanche sociale et le rapport à la France et à la réussite. Renaissance au pluriel, parce que j'imagine que tu t'es pensé mort plusieurs fois. Quelle est la première fois où tu te dis c'est fini pour moi? Beyrouth. Beyrouth, fin de la guerre, enfin du moins les 3 dernières années de guerre où je commence vraiment à être conscient, tu vois, j'ai 9, 10 et 11 ans. Je vois la guerre différemment, c'est-à-dire que je commence à sentir le danger, je commence à sentir l'injustice. Je vois ma vie presque condamnée à ça. Et les dernières années de guerre ont été très très difficiles et on était en pleine zone de feu, tu vois, comme on dit. Et donc je me dis, je sais pas si à ce moment-là je suis conscient de ce que vivent les autres jeunes de mon âge ailleurs, mais inconsciemment inconsciemment je réalise en tout cas que ce que je vis n'est pas tout à fait normal en tout cas. Et j'ai l'impression d'être un peu mort dans le film, trop jeune. Qu'est-ce qui t'a sauvé de là? Mes parents, leur intelligence, leur grandeur. Enfin, je pense que ceux qui ont lu le livre ont compris que c'était aussi un hommage à mes parents et à leur courage, à leur résilience. Ouais, clairement, parce qu'ils ont pris des décisions très difficiles. Moi, en tant que père, aujourd'hui, j'essaye de me projeter et de me dire est-ce que je prendrais cette décision-là de quitter mon Orient, faire pas juste un pays occidental, mais un pays l'Amérique, quoi. On est un contraste absolu. Et ouais, ils m'ont sauvé la vie parce qu'ils sont partis le dernier jour de la guerre pour refaire leur vie. Mon père a été exproprié de ses commerces. Ma mère a abandonné des années de militantisme pour la culture, pour la langue française, pour tout ce qu'elle avait entrepris en tant que prof de philo et journaliste au Liban. C'était un parcours formidable. J'ai toujours dit que ma mère aurait mérité d'être milliardaire plus que moi. Je ne le suis pas, hein, mais... Tu pourrais. Je sais pas, j'en sais rien, je m'en fous un peu, mais elle, en revanche, je pense qu'elle est vraiment pas millionnaire. Hein. Et donc, voilà, et ils ont fait des choix qui étaient... je sais pas comment... Il n'y a rien aujourd'hui d'assez grand ou d'assez cher ou d'assez important que je pourrais faire pour leur rendre, si ce n'est que d'essayer d'être un mec bien et de faire des belles choses, tu vois. Il y a un artiste qui résonne avec cette période. Pour toi, c'est Charles Aznavour. Ouais. Morceau très important pour toi, c'était Emmenez-moi. Ouais. Qu'est-ce que ça représentait à l'époque pour toi, ce morceau-là, et Charles Aznavour? Qu'est-ce qui t'a apporté? Charles Aznavour T'étais qui à cette époque? Écoute, j'étais un petit garçon qui écoutait ma mère et ses sœurs chanter en canon, donc à différentes voix, dans les abris ou dans le couloir où on se réfugiait dans notre appartement. Et mon père, fan de jazz et de blues, qui battait la mesure sur à peu près tout ce qu'il pouvait trouver, un coin de table, une table basse, etc. Et je comprenais pas tout ce que Aznavour racontait, mais j'avais l'impression qu'il avait une manière un peu paresseuse de réciter des textes. Et chaque année, et je le vois maintenant avec mes enfants, chaque année où tu grandis, tu comprends un peu plus. Et comme on écoutait tout le temps la même chose, c'était Brel, Brassens, Aznavour, on réécoutait les mêmes chansons. Ma mère chantait de plus en plus fort pour peut-être masquer un peu ce qu'il y avait dehors. Et j'avais une compréhension de ces textes qui était évolutive. Plus j'écoutais les chansons, plus je comprenais ce qu'ils racontaient. J'en captais des bribes, en tout cas. J'avais 9 ans, 10 ans. Mais mon beau-fils, aujourd'hui, à 9 ans, 10 ans, il comprend tout. D'ailleurs, il comprend parfois des choses que j'aurais préféré qu'il n'entende pas. Mais quoi, par exemple? Certaines chansons de rap américain où il me sort une phrase en mode punchline et je lui dis mais d'où t'as entendu ça? Est-ce que tu sais ce que t'es en train de dire? Donc voilà, donc je suis ce petit garçon-là et ça m'a marqué, ça m'a suivi. Je pense qu'après, des années plus tard, j'ai voulu intégrer ça, cette manière cette élégance, ce goût du rythme dans ce que moi je faisais. C'est pour ça que je trouvais que je respectais ma culture au-delà de tout. Je pense que je l'emmènerai avec moi jusqu'à la fin. Mais j'étais pas prêt je trouvais que je pouvais pas perdre du temps, en fait. Il fallait Quand que on je a capte connu tout. l'exil, la guerre, le rap underground à Montréal, et qu'on connaît le succès et qu'on vend 5 millions de singles, comment est-ce qu'on gère son argent? Comment est-ce qu'on gère sa santé mentale quand tout d'un coup, tout cartonne? Je le raconte un peu dans le livre, enfin je le raconte même beaucoup dans le livre. La santé mentale, ça a pas tenu. Au bout d'un moment, j'ai brûlé la chandelle par les deux bouts. J'ai fini hospitalisé à 42 ou 43 kilos, je crois.
Et, Ça a été et quoi les signes avant-coureurs de ça va pas fort, de je fais n'importe quoi? la fatigue, tu as l'impression qu'en fait, tu n'arrives jamais à récupérer. En fait. En même temps, je mélangeais le boulot que je faisais auprès de mes équipes, la carrière, gérer ce succès et répondre à la demande, les voyages. Je pense que Femme Like You était numéro 1 dans près d'une vingtaine de pays. Donc, il fallait que je voyage dans ces pays, que j'aille en faire la promotion, des showcases, des concerts. Et je pense que les premiers signes avant-coureurs, c'était la perte de poids et cette espèce de fatigue. Enfin, je revois des images parfois qu'on passe de moi de 2004 ou 2005, 2006. Je pense que ça se voyait que j'allais mal tourner, quoi. C'est quoi les tentations auxquelles on est exposé? La drogue, Ouais. la violence. La drogue, je pense que c'est mes parents. Enfin, en tout cas, je trouvais que mes parents pouvaient me pardonner de mettre une baffe ou deux quand j'arrivais pas à supporter l'autorité. Mais je pense qu'ils m'auraient jamais pardonné si la drogue, c'était comme une espèce de ligne à ne pas franchir pour eux. Alors que j'ai été ultra tenté quand on était jeune à cette époque-là dans le rap. C'était les saladiers, comme on dit dans les studios. Il n'y avait qu'à se servir, il y avait ce qu'il fallait. C'est quoi les saladiers? C'est des saladiers avec dedans de quoi faire un gâteau, de quoi sauter comme un lapin. Enfin, il y avait ce qu'il fallait, quoi. Des saladiers de drogue, Ouais, pas de salade. non. Et Il fallait que ce soit assez grand pour que ça mesurait, si tu veux, le badass du studio. Ouais. Plus les saladiers étaient gros et plus il y avait du matos à dispo, plus le Plus studio surtout, était c'était badass. des consommateurs, en fait. Complètement. Bah après, chacun trempait dans ce qu'il Ouais. préférait, Ouais. tu vois. Mais Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à glorifier ça alors que j'en sais rien. ça a détruit des Je pense vies? que, tu vois, c'est ce que je te dis, c'est que c'était pas la... Et aujourd'hui, je pense que c'est important que des gens comme toi, comme moi, qu'on arrive à essayer aussi de mesurer un petit peu que cette culture a aussi des choses qui sont un peu dangereuses pour la plus jeune génération. Moi, par exemple, il y a des choses qui me suivent. C'est pas tant la drogue que je glorifiais ou que je trouvais partie prenante de notre culture. Je pense que c'était le hustle, en fait. C'est-à-dire, il fallait qu'on fasse ce qu'il fallait faire, qu'on se mette à l'abri, qu'on mette notre famille à l'abri. Pas vu, pas pris. En tout cas, si c'est le moyen on peut le traduire par la débrouillardise. Ouais, la débrouillardise, il y en a même qui disaient que c'est la meilleure école pour le business. Et ça a été dit par les plus grands. Maintenant, est-ce qu'on avait raison ou pas à l'époque? J'en sais rien. Mais ça faisait partie de ce genre de choses. Je te dis pas que je prônais ça. Et moi, je l'ai jamais fait. Pour les raisons que j'ai évoquées. Mais en revanche, j'avais du respect pour le mec qui arrivait à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille en faisant ce qu'il avait à faire à partir du moment Mais où en vieillissant, on se rend compte que Kerry avait raison. 2 issues, la mort ou la prison. Live by gun, die by gun. Mais ouais, mais est-ce que c'est un choix? Et quand je dis pas vu, pas pris, c'est léger, mais ils sont payés quand il fallait. T'as l'impression d'être un survivant par rapport à tes potes de l'époque? Ouais, bah, c'est ce qui m'a amené au hip-hop. Moi, quand je suis arrivé à 11 ans au Canada, je suis en Amérique, je connais rien. J'arrive de Aznavour, de Brassens et de Brel. Il n'y a pas un magasin de scud, il n'y a pas des baskets, il n'y a rien. On joue en tatane sur le bitume. Et j'arrive et je découvre le rap, le rock, l'électro, enfin tout, la dance. Et je me balade de salle en salle, comme dans ces clubs, tu vois, 4 salles, 4 ambiances. Sauf que le problème, c'est que j'essaye de traîner avec chacune des familles. Je suis ridicule. Et c'est humiliant même. Et partout où je passe, j'ai l'air d'être un mytho quand on raconte mon histoire. Parfois, c'était les professeurs qui racontaient mon histoire aux plus jeunes pour que je puisse m'intégrer. Et en fait, c'était pas du tout de la bienveillance. Les mecs pensaient que j'étais mytho. Les seuls qui m'ont accueilli presque en me disant t'es des nôtres, en gros, et maintenant, tu marcheras plus seul, c'était le hip-hop. Parce que mon histoire résonnait. On était une bande d'immigrés. J'ai cru que t'allais dire parce qu'il y a beaucoup de mythos dans le hip-hop. Non, alors oui, il y en a beaucoup. Mais justement, on arrivait à je pense que les gens ont vite compris que si je pouvais faire un mytho sur mon histoire, d'ailleurs, je l'ai fait, je le raconte dans mon livre. À un moment donné, c'est devenu tellement lourd à porter que j'ai dit que j'étais français. Ça n'a pas duré longtemps. Mais ma manière de m'exprimer, ce que m'avait inculqué ma mère, ça passait, crème. Donc j'avais dit, ah non, je suis pas libanais, je suis français. Tu t'es renié, quoi. Pas longtemps, parce que c'est vraiment une période dont je suis pas fier, et j'en parle dans mon livre, mais j'avais l'impression que j'avais besoin un peu de me distancer de ce truc qui me séparait trop des autres jeunes. Et le seul moment, la seule clique avec laquelle je ne ressentais pas ça, c'est quand j'ai commencé à 13-14 ans à kicker avec des mecs du hip-hop, où au contraire, j'avais l'impression que j'étais glorifié pour mon histoire.
Et je me suis senti tout de suite appartenir à quelque chose, comme si je savais à partir de ce moment-là que c'était ma famille. Qui aurait pu penser que 20 ans plus tard, tu fasses partie des bons souvenirs des Françaises et des Français? Tu fais partie de leur adolescence, tu fais partie pour plein de gens de leur mariage, de naissance même. Et on en parle juste après ce sujet. Il y en a pour qui ce sera eux. Ou bien encore d'autres pour qui ce sera elle. Ou bien encore elle. Alors ouais, on décolle, ouais, on étonne, non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. On est très nombreux finalement à avoir été fans à un moment de notre vie et on ressent tous la même chose en les revoyant aujourd'hui, de la nostalgie, un sentiment qui touche les idoles elles-mêmes. Et est-ce que tu es nostalgique de cette époque? Oui et non. Mais c'est une bonne nostalgie. Là, quand je regarde derrière, je me dis, oh, quand même, on en a fait des trucs pas mal. Car oui, il faut distinguer la bonne et la mauvaise nostalgie, car si souvent on la voit d'un mauvais œil, c'est parce qu'on peut vite tomber dans le piège de la tristesse, car la nostalgie conduit aussi à une idéalisation du passé, dont le présent va évidemment souffrir. C'est le registre bien connu du « c'était mieux autrefois ». Et si dernièrement on parle beaucoup du retour en force de l'esthétique et des tubes des années 2000 remis au goût du jour par des artistes qu'on aime tout autant que les anciens, C'est avec classe que je te désire, mais dans le respect. En tout cas, c'est avec classe. Et ça marche à chaque fois. il suffit de voir le triomphe des tournées de Chantal Goya ou le grand retour d'œuvres cultes comme Starmania pour comprendre que le phénomène dépasse largement les années 2000. Tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Bref, la nostalgie n'a pas d'âge, tout comme notre amour pour nos idoles de jeunesse ne vieillit jamais. Et même si parfois ça ne s'est joué qu'à un tube, C'est pas un faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, moi le guitare. qu'est-ce qui fait au juste que nos idoles de jeunesse nous marquent tant? Je suis obligé de dire à Alizé à quel point je l'aime et à quel point on l'attend dans Click. Est-ce que toi, tu penses que c'était mieux avant? Ça m'arrive, ouais, sur certaines choses. Mais j'essaye de jamais souffrir de jeunisme, tu vois, et être bien dans mon époque. Et je trouve que c'est formidable ce que font les jeunes artistes aujourd'hui. Après, il y avait quand même une espèce... Alors, je ne sais pas si c'est lié à Internet ou à l'espèce d'accessibilité aussi large à tout et à n'importe quoi et à des très jeunes âges. Mais j'ai l'impression qu'on était quand même un peu plus préservés, tu vois, de certaines choses. Si demain, tes enfants te disent « je veux faire de la musique, je veux être artiste », je ferai tout pour retarder le processus, en fait. C'est-à-dire garder presque un amateurisme de leur passion le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'ils soient réellement... J'ai toujours dit, j'aurais rêvé faire mon premier album à l'âge de Jay-Z, quoi. Il a fait son premier album à 26 ans. Quand il pense, c'est rare. Tu regardes, beaucoup d'artistes ont commencé trop jeunes, très jeunes. Alors certains s'en sont sortis parce qu'ils ont gardé une espèce de ligne. et Jay-Z dit qu'il a fait son premier million avant son premier album. Ouais, tant mieux pour lui. Et je pense que c'est bien. Mais je pense que, en tout cas, vu le monde dans lequel on vit aujourd'hui et vu toutes les tentations, il y a quand même un bout de tout ça qui fait un peu culture du vide et qui me gêne. Ça, c'est clairement... on le voyait peut-être pas avant, ça existait, ou j'en sais rien, mais j'avais l'impression que c'était moins glorifié.